Je pense en fait que cette problématique de la construction de la démocratie est une problématique qui s'oppose aussi bien aux sociétés occidentales qu'aux sociétés, disons, nord-africaines ou orientales. Et elle se pose en fait de différentes façons. L'équation que nous avons à résoudre en Occident, c'est celle du vivre ensemble. Comment peut-on vivre ensemble dans des sociétés pluralistes, démocratiques, multiethniques, eh bien, en se référant tout de même à des principes et des valeurs communes. Et c'est une question qui est extrêmement intéressante, sur laquelle je travaille. Il se trouve que il y a quelques années, si je prends par exemple le cas du Québec, il y a peut-être 50 ans, cette question ne se posait pas de la même façon, puisque la société était beaucoup plus homogène. Et donc, cette question de la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, elle ne concernait qu'une seule religion, c'est-à-dire la religion de la majorité, à savoir la religion catholique. Et le Québec a tranché en donnant naissance à cette fabuleuse révolution tranquille qui a donc abouti à la sécularisation de la société, qui a abouti donc à une réelle séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, et qui a donc fait exploser cette chape de plomb du religieux. Aujourd'hui, la question, elle est la même, avec des paramètres différents, puisque la question donc, de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, elle se décline différemment, en ce sens qu'elle s'adresse aussi à des religions des minorités. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on traite donc la religion de la majorité de la même façon qu'on traite les religions des minorités, c'est-à-dire, avons-nous les mêmes exigences à l'égard de la religion de la majorité qu'à l'égard des religions des minorités? Ce qui m'amène à dire que moi, ce que j'ai constaté, c'est que on est quelque part aussi plus indulgent à l'égard des religions des minorités, puisque d'abord on les considère donc comme des minorités et on fait interférer des prismes auxquels on n'avait pas du tout pensé. Donc on fait interférer par exemple le prisme du respect des minorités, de l'intégration, de la diversité. Et donc, c'est cette façon d'appréhender les minorités religieuses, elle vient quelque part bousculer la démocratie. Et elle vient donner naissance à des dérogations qui remettent en cause profondément la démocratie. Et le conflit, si vous voulez, il est là, la crise, elle est là, entre, y compris, des élites intellectuelles qui refusent de parler de ces questions-là. Des élites intellectuelles qui cataloguent donc facilement des personnes qui réfléchissent, qui prennent position sur ces questions-là de racistes, de xénophobes, comme si c'était honteux de réfléchir sur ces questions-là. Et donc, ça a laissé un boulevard à d'autres forces politiques de se saisir de ces questions complexes, sensibles, difficiles, et de les détourner de leur sens. Lorsque, par exemple, je vois tout le débat et de quelle façon on s'est approprié donc, la laïcité par l'extrême droite, notamment en France, par Marine Le Pen, bien je considère que c'est une distorsion de l'histoire, parce que la laïcité, c'est bien entendu un rejeton de la République, mais ça a été aussi façonné à travers l'histoire par une sensibilité de gauche. Et aujourd'hui, malheureusement, donc, on a perdu du terrain, et beaucoup de terrain, sur ces questions-là. Alors, ça, c'est une partie donc, de ma réflexion, qui consiste donc à
à m'interroger sur la démocratie et le vivre ensemble dans les sociétés occidentales. Et l'autre partie de mon travail consiste aussi à m'interroger sur la démocratie en soi dans les pays nord-africains ou dans les pays qu'on appelle erronément d'ailleurs arabes ou musulmans. Et la question qui se pose dans ces pays-là, c'est les conditions de la naissance de la démocratie. C'est-à-dire quelles sont les conditions objectives et subjectives que l'on doit réunir pour créer la démocratie, pour faire émerger la démocratie, pour façonner la démocratie. Eh bien, moi, je considère que le point de départ, c'est vraiment la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et je considère qu'il faut commencer par le commencement, et le référentiel, en fait, pour moi, il commence là. Donc c'est le cadre démocratique. Parce que nous avons essayé les autres cadres. Je veux dire, la démocratie, on sait ce que ça a donné, on sait ce que ça donne. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme l'Iran, mais pas seulement, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, ou même le Qatar, on sait ce qu'est une théocratie de droit divin, mais on sait aussi quels sont ces États démocratiques hybrides qui ont un pied dans la modernité et qui ont aussi un pied dans l'islam et je dirais même dans l'islamisme. Cette hybridité a été mise en application dans plusieurs pays comme l'Algérie, comme la Syrie, l'Irak, y compris la Tunisie, qui a poussé l'interprétation de l'islam d'une façon progressiste dans les années 56, ce qui a abouti, bien entendu, à une certaine liberté, à une certaine émancipation des femmes. Mais on se rend compte que cette hybridité-là, elle est porteuse d'une contradiction et que cette hybridité-là, eh bien, elle a des limites. Parce que l'interprétation du religieux, elle peut se faire d'une façon extrémiste. Et donc, par conséquent, qui a donné naissance à des partis politiques islamistes. Et pour ma part, il ne peut y avoir de démocratie avec l'existence de ces partis-là démocratiques. Parce que moi, je considère que ces acteurs politiques, constitués de partis politiques islamistes, ne sont pas des acteurs démocratiques. Et donc, je ne peux concevoir de construire la démocratie avec ces acteurs-là. Et d'ailleurs, l'existence de ces partis politiques est anticonstitutionnelle. Par exemple, en Algérie, dans la Constitution, il est notamment spécifié que ces partis-là que les partis politiques ne doivent pas se constituer sur des bases ethniques, sur des bases religieuses, et c'est exactement le même cas en Tunisie. Et donc, on est en contradiction. Et donc, c'est pour ça que l'une de mes batailles, c'est vraiment de mettre en garde contre l'existence de ces forces politiques, parce que pour moi, c'est des forces politiques qui sont totalitaires et qui ont des visées hégémoniques. Donc je fais un parallèle entre ces partis islamistes, qui sont pour moi totalitaires, et les partis nationalistes européens des années 20, des années 30. Pour moi, c'est exactement les mêmes méthodes, c'est les mêmes stratégies, c'est aussi la même rhétorique entre, par exemple, les nazis et les partis islamistes, en ce sens qu'on parle de la pureté de la race, de l'identité, de cette identité fantasmée, de la supériorité de cette identité, de cette soi-disant identité islamique, de cette Oumma islamique fantasmée encore une fois. Et donc en ce sens, j'en appelle à une rupture historique. Donc si l'on veut réellement donner naissance à une véritable démocratie, il est temps qu'on mette la femme au centre des préoccupations de la cité, qu'on émancipe les populations, mais à travers aussi l'émancipation des femmes et la citoyenneté. Et donc ceci ne se fera
que si l'on va vers une rupture historique, donc avec tout le paradigme qu'on a connu et qu'on connaît depuis 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire depuis les indépendances de ces pays-là arabes.